Du patrimoine intellectuel et culturel de la Tidjaniya. Vous parlez de quelle Tidjaniya? La Tidjaniya mondiale, la Tidjaniya sénégalaise ou bien la Tidjaniya malikite? Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de valoriser la Tidjaniya mondiale parce qu'il y a un problème de moyens et d'envergure qu'il faut bien entendu prendre en compte. Déjà, nous n'arrivons pas à valoriser ce que nous avons à Tivaouane. Aujourd'hui, si je suis en discussion avec Serigne Ousmane Kane, qui est le fils de Seyda Maria Magnas, et qui est un brillant intellectuel. Et il y a un de nos amis communs qui m'a transmis la biographie de Magnas. C'est extraordinaire, c'est colossal. Aujourd'hui, je peux en parler autant, je peux en dire autant pour d'autres maisons, Halima Diakhaté Kala, des grands. Vous allez à l'école de Pire, qui a été une grande université populaire. Donc, je ne peux pas prétendre, moi, en tout cas, valoriser. J'apporte ma pierre à l'édifice et j'invite, c'est l'occasion, j'invite donc en tout cas toutes les bonnes volontés à faire autant, à s'approprier un peu cette Mais quelle est la place justement du Sénégal dans l'échiquier mondial de la Tidjaniya, si on peut? Je vais paraphraser ce que disait Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum, que yàlla su xeebee islam mi ngi koy defal ci Sénégal ñàkk na bu paree sans aucune prétention. Il y a que lui qui ose parler comme ça. Oui, parce qu'on entend parler de la branche Tidjane, des Niassènes, tout ça, mais par rapport au reste du monde, je ne sais pas, par exemple, moi, quelle est exactement la place, l'importance de la Tidjaniya Sénégal? Est-ce qu'il y a genre une organisation mondiale de la Tidjaniya ou... Oui, il y a, aujourd'hui, le Khalif général, disons, mondial, il y a qu'on appelle le Khalif général mondial qui se trouve, je pense, en Algérie aujourd'hui, qui est un peu le descendant de Cheikh Ahmed Tidiane. Mais vous savez, comme on a l'habitude de le dire, la religion, ce n'est pas une question de famille. Moi, je ne me sens pas dépositaire d'un quelconque... C'est parce que je suis issu de la famille de Tivaouane et j'essaie d'apporter, disons, sur le plan purement temporel. Sur le plan spirituel, je ne prétends absolument rien. Je ne prétends absolument rien. Et donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, la Tidjaniya, quand même, au Sénégal, a connu, disons que si la Tidjaniya a connu ses lettres de noblesse, il faut donner une large part de responsabilité à nos chefs. Il suffit d'aller à Fès pour s'en rendre compte. Voilà, au Sénégal, à nos chefs. Je veux citer Cheikh Omar Foutiyou, qui a été le précurseur, qui a vraiment répandu la Tidjaniya à travers l'Afrique occidentale. Je ne dis même pas le Sénégal, mais le Sénégal, le Mali, la Guinée. Il y a Sidi Cheikh Sidi Hadj Malick qui a repris le flambeau et qui a établi une stratégie d'expansion, mais très réfléchie. Aujourd'hui, vous savez, Cheikh Omar Foutiyou était un djihadiste. Et lorsque les colons ont su que Sidi Hadj Malick était le dépositaire, disons l'héritier de Hadj Omar sur le plan spirituel, mais ils ont pensé qu'il allait faire exactement la même chose. Et donc, il a fallu que lui-même qu'il puisse avoir une stratégie par l'aide de Dieu qui lui permette en tout cas d'aller à l'encontre en tout cas de tous les pièges que les colons voulaient lui poser. Il a pu les déjouer en mettant en avant le savoir, donc l'intellectualisme, en formant des personnes, en les envoyant un peu partout dans le Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Vous allez jusqu'au Gabon, vous allez trouver des représentants de Seydi Hadj Malick. De son côté, Cheikh Ibrahima Magnas a joué un rôle important avec son fils Baye, qui a en tout cas... Cheikh Abdoulaye Niass, je veux dire, qui est son fils Baye Ibrahima, qui a vraiment donné
ces lettres de noblesse à la Tijania dans les zones comme le Nigeria. Vous allez jusqu'à Londres aujourd'hui, vous retrouvez des Tijanes. Je ne parlerai pas maintenant du voyage historique de Seydi Hadji Malick jusqu'à la Mecque, en passant par l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas en réalité. Vous savez, moi, il y a quelqu'un qui me dit qu'une fois, il a entendu la prière de fin de Wazifa de Seydi Hadji Malick, mais en Ouzbékistan. À la Mecque, un Ouzbek qui nous disait, il dit, mais est-ce que vous avez entendu ça? Il dit, ouais, c'est un cheikh noir qui était venu à l'Ouzbékistan et qui nous a appris. Pour vous dire que c'est quelqu'un qui a quand même eu une culture internationale, mais extraordinaire, et qui a pu, en tout cas, donner à la Tijania ses lettres de noblesse un peu partout dans le monde. Mais même pour le Maouloud qu'on va célébrer la semaine prochaine, c'est une fête qui est célébrée par toutes les confréries au Sénégal. On peut dire que 90% des musulmans sénégalais célèbrent la Maouloud. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas aussi popularisé dans le reste du monde. Est-ce que le Sénégal n'est pas l'un des pays qui célèbre le plus la Maouloud? Bon, vous savez, il y a certains musulmans qui disent que le Maouloud c'est un bid'a, ça veut dire que c'est une innovation. Mais quand on dit souvent qu'une innovation, c'est une innovation, c'est une bonne innovation. Si le prophète se mettait à célébrer son anniversaire, on va se poser la question, est-ce que parce que moi, parfois, moi, par innovation, j'entends quand c'est une pratique culturelle qu'on amène comme innovation. Moi, je ne sais pas si c'est ma façon de voir, mais moi, je pense que c'est une pratique culturelle, alors que le Maouloud, ce n'est pas une pratique culturelle, c'est juste une célébration. On est heureux que ce jour arrive et on célèbre, ce n'est pas une pratique culturelle. Et moi par ailleurs, l'islam des autres pays, pour moi, ce n'est pas une référence pour moi. Moi, je suis un malikite, j'ai des références très solides au Sénégal et elles me suffisent. Mais ce serait bien de savoir où on en est par rapport au reste du monde. Ça permet chaque fois d'avoir une certaine perspective. Bonsoir à vous. Bonsoir, parce qu'on a échangé rapidement tout à l'heure. Le propos que vous venez de tenir à l'instant en disant que vous êtes un Sénégalais, vous avez amorti, vous avez anticipé en quelques secondes les questions que j'allais vous poser. Et je vous en remercie du fond du cœur, parce que j'ai un questionnement que je pense beaucoup d'Africains, pas forcément sénégalais, ni mourides, ni tidianes, à mon sens, sans m'en faire le porte-parole, mais je pense que cette réflexion peut être partagée avec d'autres avec lesquels j'ai pu échanger. Lorsque l'on découvre le Sénégal, que l'on observe les confréries, on est touché déjà par la vitalité de toutes les micro-communautés religieuses, de toutes les confréries, de toutes les tendances, même les chrétiens d'un côté, les animistes comme on l'a dit, les musulmans, qu'ils soient mourides, tidianes ou autres. Mais on peut se perdre rapidement, on peut se poser la question, et moi je ne vous cache pas que je me pose encore aujourd'hui la question, et je vous la pose aussi, puisqu'on parle de revaloriser le patrimoine culturel et religieux spirituel de la Tidjania. Quand on parle de la Tidjania, mis à part le fait qu'elle est née évidemment avant, par exemple, la confrérie mouride, quel est l'aspect spirituel ou l'aspect, on va dire, organisationnel, pas spirituel, excusez-moi, qui ferait que moi-même, qui suis simplement sunnite, mais qui ne connaissais pas, par exemple, la notion de confrérie, qui me déclare, par exemple, musulman sunnite uniquement, qu'est-ce qui peut faire que je peux adhérer? Ou même, imaginons, je serais chrétien. Qu'est-ce qui peut faire que je serais touché? C'est que là, tu veux lui poser une question vraiment à qui? Apprendre. Apprendre. Vous savez, la Tidjania, c'est une religion, c'est une confrérie, je pense, de science. C'est un culte, c'est une culture, c'est une science. Le culte, c'est ce que vous voyez tous les jours, le wazifa, le lazim. La culture, c'est le mode de vie, c'est la manière d'être, la manière de faire, le savoir-être. Et la science, c'est ce qu'il faut apprendre. Et tant qu'on n'a pas cette bonne connaissance de la Tidjania, il est difficile d'être un bon Tidjan. On peut suivre le rythme, aller au wazifa matin et soir, faire le lazim, aller au hadratul juma, sans bien entendu être un bon Tidjan. Tant qu'on n'a pas cette science-là, c'est difficile d'être un bon Tidjan. Vous me parlez de science, c'est intéressant. Par exemple, les chiites ou les sunnites, j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes ces différences-là.
de voyager à différents endroits. Quand je pose la question, quelle est la différence de doctrine, on va dire, entre les chiites et les sunnites, ils vont m'expliquer qu'eux ne suivent pas telle partie des compagnons du prophète, etc. D'autres, ça va être plus la famille et tout ce qui s'ensuit. C'est simplement dans ce cadre-là de compréhension que j'aimerais que, pour d'autres Africains qui sont intéressés par l'islam, qui peuvent comprendre qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y a un vivier qui est présent pour ce qui est de comprendre l'islam dans un paradigme qui peut être le nôtre. Qu'est-ce qui peut faire que je pourrais aller à gauche ou je pourrais aller à droite, tout simplement? En fait, c'est très simple la question, mais je pense que... Mais je vais répondre très simplement. C'est pour ça la réponse était très simple. Très simple. C'est une question de sensibilité. C'est très simple. Parfois j'aime les pommes, parfois j'aime les oranges. Est-ce que c'est vraiment qu'une question de sensibilité? Je vais vous dire. Je ne suis pas certain que ce soit aussi simple. Je vais vous dire ce que avait dit Seydi Hadji Malick. Il dit que... je vais essayer de le dire en wolof encore. Tant que... yonent bi mën na ma gën a mag sama tànk wala mu gën ko gaaw waaye fu mu teg tànk ma teg fa sama tànk. C'est son modèle, vous savez, la Tijaniya, le modèle de la Tijaniya comme modèle confrérique, mais c'est le modèle prophétique. Aujourd'hui, toutes les pratiques que vous voyez dans la Tijaniya, c'est des pratiques qui ont été développées selon le modèle prophétique. Il n'y a aucune différence. C'est de l'orthodoxie pure prophétique que Seydi Hadji Malick a mis en fait, Serigne Cheikh Ahmed Tijani a mis en exergue et perpétué par parce que pour compléter un peu peut-être. Moi, c'est pourquoi quand vous me parlez de comparer entre c'est pas la le terme. Tijaniya, Mouridia, je ne vois pas. Par exemple, si par exemple tu veux parler du côté spirituel, c'est ça, parce que c'est deux choses différentes. Par exemple, quand tu compares deux confréries sur le plan organisation temporelle, c'est différent de comparer sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, moi je serais tenté de dire qu'il n'y a aucune différence. Donc là, on a parlé sur le plan, voilà. Sur le terrain structurel. Parce que là, si on parle du côté culturel et spirituel, par exemple, de la valorisation de la Tijaniya, il serait mal placé de se dire sur le plan spirituel. Non, on a parlé de donc sur le plan spirituel, sur le plan aussi, c'est deux voies différentes. Parce que c'est le soufisme, donc c'est deux voies, c'est pas la même perception du chemin, je veux dire. Voilà, comme il a dit. Mais c'est toujours le soufisme en tout cas. C'est toujours le soufisme, mais après chaque maître a une manière tout à fait. Voilà, il y a un chemin qui peut être différent. C'est cette question que j'essaie de pour y répondre, ça va être très... Aujourd'hui, moi je vous retourne la question. Exactement. À votre avis, quelle est la différence entre la Tijaniya et moi je vais vous répondre. Parce que j'ai l'impression que tu as une réponse. Non. Mais machallah, sans qu'il y ait aucune tension, parce que je sens que dès qu'on touche certains sujets, ça stresse. Moi, je suis très relax dessus. Et je vous dis que je suis une personne qui est dans cette démarche d'apprendre. D'accord? Je n'ai aucun a priori, parce que pour la simple et unique raison que ma préoccupation n'est pas d'être dans une confrérie ou dans une autre, mais c'est de comprendre. D'accord? Donc, et je pense que, vous savez, l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, n'est pas que le Sénégal. On le sait. Et l'Afrique est vaste et cette émission est regardée par des tas de gens. Et je pense que ces tas de gens qui ne sont pas plus sots qu'un autre ou pas, ont aussi le droit de comprendre la profondeur. Évidemment, dans la question, quand je vous pose, est-ce que vous pourriez me résumer en quelques phrases la différence qu'il pourrait y avoir sur terrain organique entre ça et ça? Évidemment que c'est complexe et qu'un savant, je vais dire que vous l'êtes, par fraternité et affection, oui, je me comprends quand je dis ça, ne pourra pas répondre en quelques phrases. Ça serait faire insulte à la profondeur d'eux. Mais nous donner des pistes. Quand par exemple El Habib, même si je ne suis pas certain après il sait pourquoi peut-être il m'a dit ça, mais en tout cas je prends ces éléments et je les remets ici sur la table en disant que c'est la démarche initiatique, il y a des explications, il y a des raisons, il y a des réflexions qui poussent certains hommes à. C'est simplement sur cette question que, n'ayons pas des a priori... Attends, juste que je termine, s'il te plaît. Amin. Parce que je sens que là, tout le monde veut répondre, alors que... Mais parce que je pense qu'il est très important. Vous savez, on vit dans une ère de mondialisation. Dans cette ère de mondialisation, il y a deux choix. Soit on est musulman, il y a aujourd'hui un prêt-à-penser spirituel qui nous est vendu par les monarchies du Golfe, d'accord? On parle clairement, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Qatar, que ce soit à différents endroits, et qui veulent qu'on soit dans une sorte, non pas d'islam, mais d'arabo-mondialisme. Et de l'autre côté, il y a des confréries
Et c'est pour ça que je m'intéresse à ces dernières. Même si parfois, quand on s'intéresse, certains se braquent parce qu'ils pensent qu'en fait, on veut les mettre en défaut, alors que pas du tout. C'est par affection qu'on demande ça. Il y a des confréries qui sont dans une démarche, quelque part, de résistance sans avoir besoin de le scander. La Tidjania, ici au Sénégal, en fait partie, jusqu'à preuve du contraire. Et la confrérie Mouride en fait partie. Mais pour cela, si on veut s'armer le plus possible face aux affres du mondialisme, il est important que l'on puisse communiquer, et j'en reviens à ce que je disais même par rapport aux aînés Mourides auparavant, et à l'invité Mouride qui était là avant vous, il est important qu'on puisse communiquer avec le reste de l'Afrique parce que le monde va vite. Le mondialisme, c'est le colonialisme, et la colonisation n'est pas simplement occidentale. Elle peut être aussi arabe, elle peut être aussi... Et on a notre paradigme, et c'est pour ça que je veux dire que quand je vous vois, je pose des questions à un frère qui peut me donner des pistes, peut-être pas la réflexion globale, mais des pistes de réflexion pour que je puisse me dire que là, il y a un bastion où on peut se protéger spirituellement par rapport à un certain nombre d'égarements. C'était ça ma simple réflexion. Parfaitement. En fait, j'ai une bonne compréhension de votre question. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans une logique de comparaison de confrères. Moi, je suis beaucoup plus pour la communication informationnelle, si je peux dire, au lieu de la communication propagandiste, qui est même à la limite interdite. En tout cas, dans la Tidjania, c'est interdit. On dit qu'on ne devait même pas essayer de convaincre votre femme ou votre épouse ou votre fils à rentrer dans la Tidjania. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit, oui. C'est-à-dire qu'il faut laisser la personne le soin d'apprendre, de connaître, de s'informer sur la Tidjania, de connaître les tenants et les aboutissants de la conférence avant de s'engager. Et on me dit, si vous allez à Thiénaba par exemple, le cheikh, quand vous venez prendre le wird Tidjani, il vous chasse à 2 ou 3 reprises pour vous laisser le temps de bien réfléchir avant de... Parce que bon, il considère que c'est quelque chose quand même de... C'est un engagement quand même assez fort et qu'il faut mûrir avant de s'engager. Donc moi, je ne suis pas dans une logique propagandiste. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le tasawwuf, que ce soit par la voie mouride ou par la voie tidjane, converge. Pour moi, il n'y a pas de différence sur le plan spirituel. Tout à fait. Maintenant, dans la démarche, sur le plan organisationnel, bien entendu, on peut les orner. Sacha Ahmadou Bamba, avant de créer la confrérie Mouride, il était tidjane. Vous savez, on dit qu'il a même été combattu parce qu'il était tidjane. Il a été combattu par les colons en tant que tidjane. Il a été exilé en tant que dangereux tidjane. Dangereux tidjane, exactement. Pour vous dire que c'est dans la perception, maintenant, je pense que le soufisme, le tasawwuf, c'est un combat individuel. Tout à fait. À mon avis, c'est un combat individuel qu'il faut mener pour atteindre les cimes de la spiritualité. Donc, pour synthétiser, pour un profane, et j'en ai fini, frère, il n'y a pas de problème. On ne peut pas, par exemple, faire une sorte d'analogie entre les petites différences qui peuvent exister, enfin elles sont grosses, entre les sunnites et les chiites par exemple, et des confréries initiatiques soufis telles que les Tidjanes et les Mourides. Ça n'a rien à voir, cette comparaison, on ne peut pas la faire. De quel schisme vous parlez? Parce que vous avez dans le schisme... Bien sûr, il y a beaucoup de schismes. Dans le schisme, aujourd'hui, on va dire dans le... Le schisme modéré, tu veux dire. Bon, disons que le schisme que l'on retrouve aujourd'hui en Iran, qui fait que les sunnites d'Arabie Saoudite s'allient par exemple à Israël pour combattre l'Iran. Est-ce que ces deux différences-là, pour être très synthétique, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'actualité géopolitique. Non, aujourd'hui... Sur laquelle il faut qu'on se mette à l'heure d'ailleurs. Excusez-moi de mélanger les patates et les pommes de terre. En tout cas, je prie, et le tchépoudienne peut-être si vous voulez, mais je prie sincèrement, grand frère, et je vous le dis vraiment, et comment j'en finirai par là, qu'on se mette à l'heure sur l'urgence de câbler la réalité et l'hystérie mondialiste qui est en train de déferler sur nous et la stratégie de communication qui permettent qu'on se comprenne. Parce que si on passe à côté de ça, on va finir dans des confréries ou dans des groupes où on sera 15 ou 20 dans des cabines téléphoniques pendant que les choses se feront de l'autre côté. Mais je pense que comme les anciens l'ont réussi avec brio en faisant face à la colonisation, je pense que nous, peut-être cette génération, va essayer il faut prier, mais le mondialisme est bien plus dangereux que la colonisation. Moi c'est ça notre responsabilité. Je parlais tout à l'heure de responsabilité historique aujourd'hui de notre jeunesse. Au lieu de nous
nous tirer dessus, Mouride Tidiane, machin, comme Mais il y a quand même un petit problème. On essaie parfois de le... Non, le petit problème, c'est pas, j'ai pas dit qu'il y a un problème entre les confréries. Vous voyez, genre que là aussi l'hypersensibilité est très dangereuse. Non, je vous ai vu trembler déjà. Parce que ça va avoir les coups. Non, ce qui est dit, depuis le départ, n'est pas dit dans une démarche de dire c'est les uns contre les autres. Et ce qui est extraordinaire dans cet antagonisme que je ressens ici, mais qui n'existe même pas dans la réflexion qui est la mienne, c'est que le but est simplement de montrer les différentes branches d'un même arbre qui est puissant, qui est sapient, qui est originel et qui est celui du commencement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et de l'éternité in fine. Mais j'ai l'impression que, et c'est peut-être propre au Sénégal, et ça je l'entends et je l'accepte aussi avec humilité, je ne suis qu'un enfant qui vient dans la maison, mais j'ai l'impression que l'hypersensibilité qu'il y a ici, il faut qu'on fasse très attention. Parce que vous savez que les conflits qu'on voit partout autour là, du Sénégal à l'heure actuelle, entre différentes familles, différentes ethnies, entre différentes religions, parfois entre différentes même confréries, c'est parce que l'ennemi sent cette hypersensibilité hystérique qu'il se sert comment dirais-je, de certaines petites divergences pour exacerber les tensions. Et quand je vous parle, c'est justement pour que dans cette plénitude et dans cette pacification, on puisse essayer de tracer un pont et non pas que ce soit simplement une logique d'opposition. J'espère que vous comprendrez ça. Vous savez, quand on met au devant l'intellectualisme, quand on met au devant le savoir, on met à côté toutes les sensibilités. Moi, c'est pourquoi je suis pour le développement du savoir, je suis pour le développement de l'intellectualisme. Et ça nous permettra, nous, de nous retrouver quelque part, parce qu'il n'y a que ça qui nous lie en réalité. Tout à fait. Vraiment, nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Ça a été vraiment, je pense que les téléspectateurs l'ont vu qu'avec nous, c'était vraiment très enrichissant. Je ne sais pas si Ahmed Gueye, je vous ai vu acquiescer depuis tout à l'heure, vous avez quelque chose à ajouter? En fait, moi je voudrais lui poser une question parce que j'ai suivi le symposium et ce qui m'a le plus marqué, c'est le discours du professeur Iba Der Thiam. Il disait à la fin de son discours qu'il y a des conflits, par exemple au Nigeria, et il y a une forte présence de la communauté tidjane, et au Mali, etc. etc. Donc pourquoi le tidjanisme, en tout cas, n'a pas dit son mot par rapport à ce qui se fait donc, dans la sous-région? Voilà. Aujourd'hui, le Nigeria, que je ne prétends pas connaître, parce que ce n'est pas un pays que j'ai étudié particulièrement. Mais aujourd'hui, si vous voyez le conflit qu'il y a au Nigeria, c'est beaucoup plus le fait du Boko Haram. Boko Haram qui est une branche salafiste, je pense, je ne suis pas sûr de ce que je dis, c'est ce que je pense, mais je pense que c'est une branche salafiste qui n'a rien à voir avec, je veux dire, pas rien à voir. C'est de l'islam, bien entendu, mais qui a une vision, en tout cas, assez... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de guerres de religion, même avant le Boko Haram. C'est quelque chose qui est un peu récurrent, peut-être, au Nigeria, et c'est peut-être dû à des problèmes internes. Parfois, c'est moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un conflit de religion, il y a un défaut de spiritualité. C'est mon avis. Aujourd'hui, au Sénégal, les gens ont l'habitude de dire que c'est les prières de nos ancêtres qui nous préservent de tout ça. Mais moi, pour moi, c'est de la spiritualité des personnes. C'est une spiritualité qu'on ressent même en dehors de la religion musulmane, dans la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne, ils sont beaucoup plus spirituels que même dans d'autres pays qui sont chrétiens. Et dans les pays où on a des conflits interreligieux, c'est pour moi un défaut de spiritualité. Le Niger, je ne veux pas dire que la Tijanie nigérienne n'est pas imbue de spiritualité, non, loin de là. Je veux dire qu'il y a des personnes, en tout cas dans ce pays, qui, je pense, n'ont pas bien compris le message du tasawwuf. Et c'est ça qui fait qu'ils sont un peu en déphasage avec même les principaux concepts de l'islam, qui est comme tout le monde le dit. Sans compter des facteurs exogènes aussi, parfois, qui sont très et cet islam politique, souvent, comme on dit, c'est mon ami Bakary Sam qui le dit souvent, quand l'islam est violent, c'est que c'est un islam politique. Donc, qui n'a rien à voir avec l'islam spirituel. Donc, merci vraiment d'être passé sur ce plateau. Vous allez juste rester avec nous pour qu'on termine.